Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'octobre. Comme je filme ça avec un peu de retard, je vais aller assez vite sur les deux points lecture du mois d'octobre, histoire que ça me tienne en fait en deux vidéos. Et du coup les livres que je vous présente aujourd'hui ce sont des livres que je n'ai pas actuellement avec moi puisque j'ai déménagé 2 fois entre temps. Donc voilà, du coup je vais vous les présenter sur la tablette. Dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Pour démarrer du coup je vais commencer par vous parler de 5 romans et ensuite je vous parlerai également de 4 titres graphiques. Côté roman je vous parlerai de Attends-moi le monde par Gaëlle Pingot aux éditions Erol. Je vous parlerai également de Aliénor, fille de Merlin, la partie 2 par Séverine Gauthier. Je vous donnerai mon avis sur Tout ce que dit Manon est vrai par Manon Fargeton. Je vous donnerai également mon avis sur Ouijigo par Estelle Faye. Et côté roman, je terminerai avec le recueil de nouvelles Notre-Dame aux écailles par Mélanie Fazi. Et ensuite, côté graphique, je vous donnerai mon avis sur le tome 4 et le tome 5 de la bande dessinée Irena. Je vous donnerai mon avis sur le tome 5 également de Deep Sea Aquarium Magmel, un manga que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de la bande dessinée La baleine blanche des mers mortes. Et pour terminer, côté graphique, je vous donnerai mon avis sur Comme une comète. Hop. Je vais donc démarrer tout de suite avec Attends-moi le monde par Gaëlle Pingot. C'est publié aux éditions Erol et c'est un titre que j'ai reçu de leur part. Il était sorti à l'occasion de la rentrée littéraire. Dans ce récit, du coup, on suit l'histoire d'une jeune femme qui n'aime pas du tout l'automne. Elle trouve que c'est une période particulièrement déprimante et surtout le mois de novembre. Et en fait, elle va participer à une loterie et le lot qu'elle peut gagner, c'est le fait que le mois de novembre disparaisse. Et elle va gagner. Ce qui va se passer, c'est donc en fait que effectivement elle va avoir l'impression que le mois de novembre n'existe pas et qu'en fait à la place c'est comme si on lui offrait un mois pour se recentrer un peu sur elle, réfléchir à certaines choses, etc. Alors j'ai pas été hyper convaincue par comment c'était fait, j'étais un peu curieuse de voir ce que ça allait donner, mais finalement ouais, je trouve que la réalisation ouais, ça m'a pas tellement convaincue. Après il y avait des choses intéressantes sur le recul sur soi, la réflexion sur ses propres choix, le fait d'avoir enfin du temps sur soi pour soi, etc. C'est un récit qui globalement était également assez surprenant et qui partait dans des directions que j'aurais pas imaginées. Je tiens à mettre d'ailleurs un gros trigger warning sur le thème du deuil périnatal. C'est un sujet qui est abordé dans ce récit, pas forcément de la manière à laquelle on peut penser au départ, mais c'est un sujet qui est quand même abordé dedans. Et puis je mets également un petit bémol sur ce récit, je crois que c'était au début du récit, il y a certaines choses que j'ai trouvé vraiment pas très claires dans l'écriture et il me semble qu'il y avait certaines erreurs qui faisaient que c'était pas, fluide et qui je pense sont passées à la trappe au moment de la relecture. Donc voilà, c'est pas un récit qui m'a tant que ça convaincue, il y avait des choses intéressantes dedans mais dans l'ensemble j'en sors quand même un peu mitigée. Du coup je lui ai mis la note de 13/20. Ensuite, cette fois-ci c'était aussi un service presse mais donc de la part de l'école des loisirs. J'ai reçu Aliénor, la partie 2 donc par Séverine Gauthier. C'est illustré, en fait Séverine Gauthier et l'illustrateur, je sais plus comment il s'appelle, ont fait ensemble la bande dessinée qui s'appelle Aliénor Mandragore et du coup il me semble que c'est la novélisation de Aliénor Mandragore si je dis pas de bêtises. J'ai pas lu les bandes dessinées donc j'en suis pas complètement sûre mais il me semble que c'est ça et du coup c'était donc en 2 tomes pour correspondre je pense au premier cycle de bande dessinée, donc aux 5 tomes je crois en bande dessinée. Dans cette histoire on suit donc Aliénor qui est la fille de Merlin et alors qu'ils sont... En fait, Aliénor, si vous voulez, elle fait un peu un apprentissage auprès de son père et ils partent en forêt pour déterrer une mandragore. On lui dit qu'il faut faire très attention parce que la première personne qui entend le cri de la mandragore meurt. Et Merlin lui dit mais il n'y a pas de souci, moi je suis un enchanteur donc je vais pas mourir. Il déterre la mandragore et il meurt. Du coup, Aliénor va essayer de faire en sorte de sauver son père. Elle cherche un peu différentes solutions et du coup ça va l'entraîner dans toute une quête. On voit également pas mal la fée Morgane, etc. Et puis son ami Lancelot. C'était plutôt intéressant à nouveau pour cette seconde partie. Alors c'est vraiment un parti pris sur la légende arthurienne, mais voilà, c'était plutôt sympa. J'aime beaucoup les illustrations qui sont à l'intérieur, même si j'ai trouvé qu'il y en avait moins que dans le tome 1. Enfin en tout cas c'est l'impression que ça m'a fait.
Mais voilà, j'ai bien aimé ce récit-là à nouveau. On est du coup a priori sur la fin d'un arc narratif, mais pas sur la fin de la série, puisqu'ensuite il y a d'autres bandes dessinées et qu'on sent qu'il va encore se passer des choses, donc à mon avis il y aura d'autres récits. Je serais curieuse de lire la suite et je suis également d'ailleurs toujours curieuse de découvrir les bandes dessinées Aliénor Mandragore parce que j'aime vraiment beaucoup le style de dessin du coup l'histoire est vraiment sympa et puis je trouve que les couvertures sont très chouettes. C'est un format un peu semi-poche et ouais, je trouve que c'est vraiment réussi pour ces deux parties. Du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu un récit, un autre récit de la rentrée littéraire. Pour le coup, celui-ci, c'était pas un service presse. C'était vraiment un livre qui me faisait très envie. J'avais très envie de le découvrir. Et du coup, donc, il s'agit de Tout ce que dit Manon est vrai par Manon Fargeton aux éditions Héloïse d'Ormesson. Manon Fargeton, elle est surtout connue pour ses récits soit d'imaginaire, soit de jeunesse imaginaire. Pour ma part, je l'avais lu déjà dans plusieurs de ses récits et vraiment, je suis une très grande fan de ces récits de fantasy qui sont publiés chez Bragelonne. L'héritage des rois passeurs et les illusions de Tavloir, que je trouve absolument géniaux, qui pour moi sont hyper réussis, proposent à la fois un univers de fantasy super riche, des super réflexions, un message très féministe, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment des excellents titres de fantasy. J'ai également lu un petit peu quelques récits de Manon Fargeton en jeunesse qui m'ont plutôt plu mais m'ont pas autant emballé et du coup j'étais très curieuse de la découvrir dans ce récit là puisqu'en fait c'est la première fois qu'elle publie en contemporain adulte, donc en littérature blanche entre guillemets. Et j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait donner et d'autant plus que j'avais suivi en fait tout le processus dont elle avait parlé sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle en dit. C'est peut-être disponible sur ses autres réseaux sociaux, mais en tout cas c'est là-bas que je la suis. Où elle expliquait l'histoire derrière ce récit-là. Et donc voilà, j'avais hyper envie de le découvrir. Dans Tout ce que dit Manon est vrai, on suit l'histoire de Manon, qui est une lycéenne en terminale, qui rêve de devenir autrice de bande dessinée et qui va, lors d'un salon littéraire, en fait, faire la rencontre d'un éditeur de bande dessinée. Ils vont commencer à échanger ensemble et la relation va assez vite devenir en fait une relation amoureuse entre guillemets, mais on va assez vite le comprendre, c'est surtout une relation très déséquilibrée entre un homme qui a plus de 40 ans d'écart avec la jeune fille, 30 ou 40 ans d'écart avec la jeune fille, enfin vraiment quelque chose d'énorme, et du coup on est complètement sur une relation déséquilibrée, on est vraiment sur une relation d'emprise en fait. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très bien fait, c'était hyper prenant, c'est un récit qui est aussi bien qu'hyper rageant. On a envie de... Ouais, on a enfin... Je me suis énervée toute seule en fait en le lisant parce que on retrouve vraiment tous les mécanismes d'emprise et on voit très bien venir les choses et voilà, c'est hyper frustrant de lire ce récit. En même temps c'est un récit qui est hyper bien fait, qui est très important, et puis en plus de cette trame narrative là, on a une autre trame narrative qui va se passer pendant l'enfance de Manon. Et donc du coup, Manon Fargeton explique sur les réseaux sociaux que ce récit c'est ce qu'elle appelle du mentir vrai, que c'est inspiré de sa vraie histoire, que c'est pas ce qui s'est passé mais voilà, que c'est inspiré de sa vraie histoire. Elle a replongé pour ça dans tout un tas d'écrits, de témoignages de ses proches, de documents judiciaires également puisque c'en est allé là, donc voilà, pas mal de choses comme ça. C'était vraiment hyper bien fait. J'ai trouvé donc au-delà du fond qui était hyper juste que la forme était également très bien faite puisque du coup on a différents points de vue, on a également des mails, on a également des rapports de police, enfin voilà, ça mélange un peu tout et vraiment c'est un récit comme je disais qui est hyper prenant, qui est hyper bien fait et qui du coup est hyper rageant et voilà, mais c'était vraiment hyper bien. Je vous recommande vraiment la lecture parce que je trouve que c'est vraiment un récit qui est important et qui parle de choses importantes et de manière très juste et très vraie. Donc voilà, du coup je vous recommande très chaudement ce récit. J'ai mis pour ma part la note de 18 sur 20. Ça a vraiment été une lecture très marquante. Ensuite j'ai donc lu
il est là. Ensuite j'ai donc lu Ouijigo par Estelle Faye, on est parti sur quelque chose de vraiment très différent. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup le travail d'Estelle Faye, j'ai lu globalement tous ses récits. Il me manque l'autre nouveauté qu'elle a sorti à peu près en même temps que celui-ci, mais sinon voilà, globalement j'ai tout lu. Ouijigo du coup c'est une histoire qui va mêler en gros de l'historique, du fantastique et de l'horreur avec des légendes. On est sur une histoire qui commence en 1793 si je dis pas de bêtises, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et en fait on va suivre l'histoire d'un homme qui va être envoyé en Terre-Neuve je crois, donc en tout cas au Canada, pour aller chercher un aristocrate français pardon, qui y vit de manière assez recluse, parce que voilà, on est au lendemain de la Révolution française, et donc voilà, on cherche à traquer comme ça ces nobles. Et en fait ce noble là il a une histoire très particulière qu'il va raconter. Son histoire c'est celle d'une expédition qui s'est passée pas mal d'années auparavant, et durant cette expédition en fait ils sont partis tous ensemble au Canada, sauf qu'il n'y a que lui qui a survécu. Et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé hyper intéressant. On voit vraiment, on a vraiment en fait la sensation d'un huis clos mais à ciel ouvert. Enfin, c'était très particulier puisque du coup on a cette expédition qui arrive au Canada, qui commence par faire naufrage. Il y a déjà dès le départ assez peu de survivants, et petit à petit en fait tous les uns après les autres vont décéder jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Et donc il va raconter en fait tout le roman Ouijigo. C'est en fait cet homme là qui raconte à celui qui vient le chercher son histoire, ce qui s'est passé à ce moment là, et c'était hyper bien fait. C'est très très surprenant, c'est un récit qui vous retourne quand même le cerveau plusieurs fois je trouve. Voilà, j'ai trouvé ça très bien fait. Il y avait toujours des surprises. J'ai juste eu un peu de mal au tout début à me faire à tous les personnages, parce qu'on nous introduit du coup directement tout un groupe de personnages, une petite dizaine de personnages je pense, et au départ j'avais beaucoup de mal à savoir qui était qui expliquait les choses, enfin bref voilà, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, mais par contre après j'étais complètement prise dedans. Et on a vraiment cette sensation voilà, d'étau qui se resserre, de huis clos, dans le sens où on a ces personnages là en fait qui sont complètement isolés de tout. Ils sont dans la nature mais ils sont complètement isolés de tout, ils sont juste les uns avec les autres, et du coup ce qui se passe ne peut pas venir a priori de quelque chose d'extérieur, donc voilà, on essaye de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'était vraiment très bien fait. À nouveau, je suis très contente d'avoir lu ce nouveau récit d'Estelle Faye, je vous le recommande. Donc celui-ci du coup est vraiment destiné à un public adulte, on est sur quelque chose quand même d'assez lourd en termes d'ambiance. Estelle Faye a également fait des romans pour la jeunesse, mais c'est pas le cas de celui-ci. Et donc voilà, du coup celui-ci je lui ai mis la note de 17/20, et je remercie du coup les éditions Albin Michel Imaginaire pour cet envoi. En plus je l'avais reçu dédicacé d'Estelle Faye, donc voilà, c'était trop cool. Et du coup pour terminer côté roman, je vais donc vous parler d'un recueil de nouvelles. Il s'agit de Notre-Dame aux écailles par Mélanie Fazi. Alors c'est le deuxième recueil de nouvelles fantastiques que je lis d'elle, puisque j'avais déjà lu Serpentine, son premier. D'ailleurs je garde vraiment un très bon souvenir du recueil Serpentine. Et puis j'ai également lu les deux ouvrages qu'elle a fait en non-fiction, qui s'appellent Nous qui n'existons pas et L'année suspendue, que j'ai beaucoup aimé tous les deux. Et en dehors de ça, Mélanie Fazi c'est quelqu'un dont je suis le travail depuis très longtemps, mais en tant que traductrice, puisque c'est la traductrice des romans de Brandon Sanderson. Donc voilà, pour ma part c'était comme ça que je l'avais connue au tout début. Notre-Dame aux écailles du coup c'est un recueil de nouvelles qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Je crois d'ailleurs qu'il vient d'être réédité dans une nouvelle version chez Folio, donc en version poche. Et pour ma part, bon, voilà, j'ai cette version là qui est le grand format chez Brajlon, qui d'ailleurs est un semi-poche. Alors ce récit là, malheureusement en fait ça m'a plutôt moins convaincue. Serpentine, comme je vous dis, j'en garde vraiment un super souvenir, parce qu'en fait dans Serpentine ce qui se passait c'est que chaque nouvelle quasiment parlait de quelque chose qui personnellement me fait peur. Du coup j'étais vraiment hyper prise dedans, ça fonctionnait hyper bien sur moi. Et pour Notre-Dame aux écailles, en fait il y a quelques nouvelles qui m'ont vraiment plu, mais il y en a quand même pas mal, je dirais au moins la moitié que j'ai lues et qui m'ont pas marqué. Et là comme ça en tête, donc on est quand même quelques temps après que je l'ai lu, et là comme ça en tête j'ai quelques récits qui restent, mais très peu. En fait je garde beaucoup plus en mémoire ceux de Serpentine qui m'ont vraiment plus marqué. Donc voilà, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé vraiment bien, avec des idées vraiment intéressantes développées dans les nouvelles, mais il y en a quand même pas mal qui m'ont un peu laissé de marbre. Donc voilà, malheureusement ça l'a pas complètement fait avec moi pour celui-ci. J'ai mis du coup la note de 13/20. Après voilà, comme vous l'aurez compris, j'aime vraiment le travail de Mélanie Fazi dans son ensemble, donc ça m'empêchera pas de lire le reste de ce qu'elle a fait.
Ensuite du coup côté graphique, tout d'abord je vais vous parler de Irena, le tome 4 et le tome 5. Donc c'est une bande dessinée publiée chez Glénat et elle est terminée en 5 tomes, donc c'était voilà, les 2 derniers tomes. C'est une série qui au départ était prévue comme étant une trilogie dans laquelle on suit l'histoire de Irena. Alors je vais pas m'aventurer à prononcer son nom de famille parce que je n'y arriverai pas. Mais du coup voilà, Irena c'est une femme en fait qui a vraiment existé, qui a vécu en Pologne. Elle était elle catholique je crois et en fait elle a beaucoup œuvré pour les enfants juifs. On estime qu'elle a sauvé un nombre énorme d'enfants juifs, j'ai plus le chiffre en tête mais c'était vraiment quelque chose d'énorme. En fait elle les a fait exfiltrer entre guillemets du ghetto pour leur donner une nouvelle identité pour qu'après ils puissent être élevés par d'autres familles le temps que les choses un peu se tassent et puis pour essayer d'en sauver en fait le maximum possible. Donc voilà, les 3 premiers tomes parlaient vraiment de ça, vraiment du ghetto, des enfants qu'elle a sauvés, etc. Sauf que à la fin du 3e tome, on a quand même l'évacuation du ghetto, et l'évacuation du ghetto se fait vers les camps d'Auschwitz, et donc voilà. Du coup, cette partie-là du travail d'Irena forcément s'arrête à ce moment-là. Et ensuite, donc à partir du tome 4, on a ce qui se passe après l'évacuation du ghetto de Varsovie. Elle va continuer du coup à œuvrer dans la clandestinité pour continuer de cacher le plus possible les familles juives, les enfants juifs, etc., les résistants également, les opposants, parce que ceux qui sont encore là, ceux qui n'ont pas été déportés, pour faire en sorte vraiment qu'ils s'en sortent. Elle va vraiment du coup se mettre énormément en danger, elle est arrêtée plusieurs fois, elle est torturée également, enfin bref voilà, il lui est vraiment arrivé énormément de choses, mais elle continue toujours de combattre, d'essayer de sauver le maximum d'enfants, le maximum de personnes, et voilà, c'est vraiment quelqu'un je trouve d'incroyable dans son histoire. Et du coup donc dans le tome 5 se passe plutôt après la guerre. On y parle notamment de la libération des camps, on y parle beaucoup de la culpabilité du survivant, on y parle beaucoup du devoir de mémoire, du devoir de transmission, et je trouve que de ce point de vue-là, cette bande dessinée est hyper bien faite parce qu'elle parle vraiment de tout ça. Je trouve que c'est un excellent outil pédagogique, alors pas à mettre entre toutes les mains parce que ça reste une bande dessinée qui parle vraiment, qui montre vraiment toutes les horreurs de cette période-là, donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, et je pense peut-être pour un niveau collège, quand c'est abordé en cours, peut-être ça peut correspondre avec cette tranche d'âge là, mais voilà, c'était vraiment hyper bien fait. À la fin du dernier tome d'ailleurs, on a un petit cahier pédagogique qui retrace un peu les différents événements, qui met en parallèle les événements de la bande dessinée et les événements de l'histoire, et voilà, c'était vraiment hyper bien fait. C'est donc inspiré d'une histoire vraie, et je trouve que c'est une bande dessinée qui est très bien faite. C'est pas forcément trop mon style de dessin à la base, mais le message est prime par-dessus tout. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 17 et de 18 sur 20 à ces 2 derniers tomes. C'est vraiment une série que je vous recommande si ce sont des thèmes qui vous intéressent, si vous vous intéressez à tout ça, si vous vous intéressez également donc au destin, enfin à ces personnes importantes qui ont quand même pas mal marqué l'histoire. Ensuite, j'ai donc lu le tome 5 de Deep Sea Aquarium Macbelle, qui est une série de mangas que j'aime beaucoup, dans laquelle en fait on suit un observatoire qui se passe dans les abysses, enfin un observatoire qui est situé dans les abysses et qui est également en gros une station de soins pour les créatures des abysses. Nous on y suit l'histoire de Kotaro, qui est un jeune homme qui y devient soigneur, au départ qui est balayeur et puis petit à petit qui devient apprenti soigneur. Et donc on suit toute son histoire, toute sa fascination pour les abysses, et on rencontre également les différents personnages de l'aquarium, les autres soigneurs, leurs histoires, etc. Donc c'est ce qu'on continue à avoir dans ce tome-là. On continue également à avoir à chaque fois des informations sur plusieurs espèces des abysses. Donc c'est vraiment une série qui est assez documentée de ce côté-là. Je trouve les dessins hyper réussis. Et puis dans ce tome-là, on parle également de l'enfance de Kotaro. On a un petit début peut-être d'histoire d'amour qui commence un petit peu à se profiler. Alors voilà, ça arrive dans le tome 5 et c'est très léger, donc c'est pas du tout le sujet principal de ce récit. Et je pense pas que ça va devenir le sujet principal des tomes suivants. Mais voilà, on a un petit peu ça qui commence à se profiler, et puis on commence à avoir un petit peu des choses par rapport à l'histoire du père de Kotaro, puisque son père n'a pas grandi avec lui et avait lui-même un lien commun avec les abysses. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je crois qu'ils en sont au tome 8 au Japon, je crois pas que la série soit terminée. Le tome 6 est déjà sorti, je l'ai en ma possession, et le tome 7 est prévu pour début 2022. Ensuite, j'ai lu La baleine blanche des mers mortes par Aurélie Wallenstein et Olivier Boiscommun, c'est publié aux éditions Dracou, et je les remercie grandement pour cet envoi. J'étais hyper contente quand ils m'ont proposé de le recevoir parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Mers mortes. Donc Mers mortes, c'est un récit d'Aurélie Wallenstein dans lequel on suit un équipage
qui naviguent du coup dans les mers mortes, qui en fait sont faites de marées fantômes dans lesquelles les fantômes de toutes les créatures marines qui sont du coup décédées parce que les mers sont mortes et qu'ils n'existent plus reviennent et sont très meurtrières. Et nous on suivait du coup l'histoire, enfin l'équipage d'un bateau dans lequel il y a un exorciste qui essaye de faire face à tout ça. Du coup, Mer Morte, c'est vraiment, comme je disais, un récit que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il est disponible en poche. Du coup, c'était un récit fantastique avec une trame quand même écologique assez forte. Un message vraiment aussi sur toutes les créatures marines, sur leur importance, sur toutes les souffrances qu'on peut leur infliger. Et du coup, donc, dans l'histoire de la baleine blanche des mers mortes, on a vraiment une histoire à part entière en un seul volume. Alors du coup, c'est une histoire qui est assez courte et que moi j'aurais bien aimé voir plus étalée sur plus de pages, sur plus de planches. Mais du coup, on suit dans cette histoire l'histoire de Bengal et de comment finalement il a obtenu son bateau. Donc Bengal, c'est le capitaine en fait du vaisseau. Donc comment est-ce qu'il a obtenu ce vaisseau? Et la particularité également de la baleine blanche des mers mortes, c'est que pour le coup ça se passe dans un contexte qu'on connaît bien, à savoir qu'apparemment Mer Morte est inspirée d'une ville qui existe vraiment, mais ça pourrait tout à fait être un univers imaginé, enfin complètement imaginaire. Alors que pour le coup la baleine blanche des mers mortes se passe à Paris et on voit du coup toutes ces vagues de marées fantômes qui se déversent sur Paris, sur le Paris qu'on connaît, et c'était vraiment hyper réussi. Les dessins sont super beaux, je trouve que c'était très fort en fait de voir finalement prendre vie en quelque sorte cet univers. Et puis donc on a effectivement cette histoire avec une baleine blanche qui est également un personnage important dans ce récit-là, dans cette histoire-là. Donc voilà, c'était vraiment une très très chouette histoire. Et puis j'ai pu rencontrer donc Olivier Boiscommun aux Imaginales, c'était hyper chouette. Malheureusement j'avais pas du tout vu qu'il venait, donc j'avais pas emmené ma bande dessinée, mais j'ai quand même pu le rencontrer parce que j'avais des amis qui sont allés le voir. Et c'était super cool. Donc voilà, j'aime beaucoup le style de dessin qui est fait, je trouve qu'il correspond très bien avec l'univers d'Aurélie Wellenstein. Donc voilà, vraiment une réussite, même si c'est vrai que j'aurais bien aimé voir quelque chose d'un peu plus long, parce qu'on est sur une histoire complète, mais qui est quand même assez rapide. Ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Comme une comète, donc c'est par Aurélie Kropp et c'est publié aux éditions La Boîte à Bulles. C'est un récit qui est sous-titré Une histoire de postpartum et d'albinisme, et voilà, globalement ça résume assez bien les choses. On est sur une bande dessinée qui est quand même assez longue, je sais plus exactement combien de pages elle fait, mais c'est sur du 200 ou 300 pages, quelque chose comme ça. Et donc on va en fait y suivre l'histoire d'Aurélie, qui est donc cette femme qui est dessinatrice, puisque c'est vraiment une histoire, c'est son histoire qu'elle raconte. Elle va y parler du coup de sa grossesse, du postpartum, de la difficulté du postpartum, de tous les chamboulements que ça implique, et puis également du handicap qui va arriver très vite dans la vie de son fils, puisque son fils va être diagnostiqué albinos. Et donc du coup il a des gros soucis au niveau de la vue, il est complètement malvoyant, et puis également quelques autres soucis de santé, et on va voir finalement toute l'histoire de son fils jusqu'à l'enfance. Et c'était vraiment chouette. C'est un récit du coup qui est complètement en dessin comme ça, donc avec des dessins très doux, très pastels, assez simples, mais en même temps ça parle quand même des sujets compliqués de tout ça. Ça parle des sujets compliqués autour du postpartum, ça parle de sujets compliqués également autour du handicap, des reconnaissances du handicap, etc. Enfin voilà, ça aborde tout ça, c'était vraiment très bien fait. J'ai trouvé ça très réussi et je trouve que ça aborde des thématiques qui sont importantes. Ça propose également beaucoup de ressources aussi bien sur le postpartum que sur l'albinisme. Et je pense du coup que c'est un récit qui pourra beaucoup parler à pas mal de personnes pour le côté postpartum, et puis qui pourra également aider d'autres personnes pour l'aspect du handicap, et en l'occurrence de l'albinisme, mais du handicap de son enfant je pense en général. Donc voilà, c'était vraiment une réussite. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres parce que j'ai quand même fait de chouettes découvertes. Donc voilà, pour ma part du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!